Bonjour, bonjour, toujours bonjour, même quand on enregistre la nuit, ce sera bonjour. Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 1, on est à la page 12b, vers le milieu environ. Donc la Gemara va reprendre en fait l'analyse de la petite braïta qu'on avait énoncée, et qui nous disait que le mois de Tishri était le début de l'année dans cette braïta en tout cas, dans cette braïta, il nous disait que c'était le début de l'année, donc pour le maaser, attendez, je me rappelle plus. C'était le début de l'année, voilà, pour les légumes, les dîmes et les vœux. Alors pour les légumes, on avait vu que c'était la même chose que ce que disait la Mishnah, et donc c'était là pour nous apporter une sorte de complément à ce qui avait été écrit dans la Mishnah, mais il a rajouté là-bas les maaserot et les vœux. Alors les maaserot, les légumes, on a expliqué finalement de quoi il s'agissait. Maintenant, on va passer en fait à ce que veut savoir la Gemara, et la Gemara, il pose la question, mais alors les vœux, de quoi il s'agit? Et on va à partir de là continuer. Alors pour ça, à propos des vœux, et il y a une suite d'ailleurs, d'accord, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara? La Gemara va citer une nouvelle braïta. Tanu Rabanan. Ha mudar hanaa mechaven. Oh là là. Il va falloir que je change de lunettes encore. Alors, ha mudar hanaa mechavero leshana. Celui à qui il est interdit en vertu d'un vœu de profiter de son prochain pendant un an. Alors, on va parler de tout ça. Je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Moné Genemasa Chodesh, Miyom Leyom, doit compter 12 mois, jour pour jour. Alors, ça me dit quelque chose pourtant. Je dis que je ne sais pas ce que c'est, mais ça me dit quelque chose. Alors, je ne sais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le commentaire là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Celui à qui il est interdit en vertu d'un vœu de profiter de son prochain pendant un an. Donc, théoriquement, il y a quelqu'un qui a fait le vœu de ne pas profiter de son prochain. Bon, celui qui s'interdit pour un an les biens de son prochain, par exemple. Voilà. Par exemple, quelqu'un, imaginons... excusez-moi, je regarde quelque chose. Oui, j'ai bien trouvé quelque chose. 2 secondes. Voilà. Les secondes sont passées. Alors donc, pour vous, vous avez rien vu, mais il y a eu un petit truc. Enfin bref. Alors je reprends. Donc celui qui s'est interdit, par exemple, un objet. Ben, imaginons, je sais pas moi. Parfois il y a des vœux complètement idiots. Faire un vœu, ça peut être vraiment de toutes sortes. Par exemple, ne pas profiter du fauteuil de celui-ci. Voilà, tu vas chez quelqu'un et tu dis « Oh, c'est un beau fauteuil, j'ai peur de l'abîmer » et toi, tu t'interdis de le faire. Voilà, pendant un an, je ne vais pas profiter de son fauteuil toutes les fois il m'invitera, par exemple. C'est un vœu. Un vœu, ça reste un vœu. Donc, il pose donc cette question-là. Celui qui s'est interdit en vertu d'un vœu de profiter de son prochain, donc ça peut être un exemple comme ce que je viens de donner, pendant un an, nous dit la Braïta, la nouvelle Braïta, eh bien, il doit compter 12 mois, jour pour jour, avant de pouvoir recevoir un avantage quelconque de cette personne. Donc, si jamais il veut reprofiter de ce fauteuil, par exemple, un jour, ou bien il s'interdit des cadeaux, c'est-à-dire que lui, s'il m'offre des cadeaux, je m'interdis de les recevoir, je ne veux rien recevoir de lui, etc. Il fait un vœu comme ça. Alors, ce genre de vœu-là, nous dit la Braïta, il doit compter jour pour jour, un an, jour pour jour. Alors, très bien. Enfin, il doit compter 12 mois. Ve'im amar le shana zo, parce que c'est pas pareil. Donc, si jamais il dit pendant cette année-ci, afilou lo amad ela be'esrim ve'tisha elul, même s'il se trouvait au moment où il a formulé le vœu au 29 Elul, c'est-à-dire le dernier jour de l'année, kevan shigi ayom echad be'tishri al talo shana, dès que survient le premier jour de Tishri, celui-là est compté comme une année. Donc on a ici l'exemple de ce premier Tishri pour les vœux. Donc justement, le 29 Elul, c'est la veille du premier Tishri. Et voilà que celui-là, il fait un vœu, je ne veux pas profiter d'aucun cadeau que puisse m'offrir cette personne jusqu'à la fin de l'année, du moins pour cette année. Il dit comme ça, voilà, pour cette année, pendant cette année, je ne veux pas profiter de ce que m'a fait. Il fait un vœu, mais qui ne dit pas, on va dire, pendant un an, mais qui dit pendant cette année. D'accord? Au lieu de dire pendant un an, c'est 12 mois jour pour jour, nous dit la Braïta, mais si tu dis pendant cette année, eh bien cette année, c'est jusqu'à ce que n'arrive la fin de l'année. Or, le 29 Elul, la fin de l'année, c'est le premier Tishri.
Donc ça dure un jour, son vœu. Donc, Iven Shigia Yom Echad Betishri Al Taloshana. Donc, quand arrive le premier Tishri, ça lui est compté comme une année. Ok, bon, c'est pas très compliqué. Et c'est ce que nous. Bon, ça explique l'idée de. Voilà, le premier Tishri, le nouvel an pour les vœux. Voilà un exemple de comment on comprend cette idée de premier Tishri pour les vœux. Alors, la Gemara continue. Enfin, alors maintenant, elle va poser quelques questions, hein, où elle va expliquer. Afilou le ma'an de Amar Yom Echad Bashana. Et no chashuv shana. Même d'après celui qui a dit qu'en général un jour dans une année n'est pas considéré comme une année complète, ici c'est différent. L'etzaoure navshe kabil ale. Il a accepté sur lui-même pour se mortifier. Vea itztaar le. Et en fait il a éprouvé un désagrément pendant un seul jour. Parce que son vœu n'a pris effet que pendant un jour. Donc, qu'est-ce que dit ici la Gemara? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire en fait? Alors oui, alors vous vous rappelez, hein, on avait vu dans quelques vidéos avant, hein, quelques pages avant, hein, que Rabbi Eliezer était celui qui pensait que 30 jours peut être compté comme une année. Alors quand il dit ici, même d'après celui qui a dit un jour dans une année n'est pas considéré comme une année. Et on avait vu que par exemple Rabbi Eliezer, quand on avait parlé, si vous vous rappelez, du sujet sur le mois qui est avant la Shemitah, d'accord? Et on avait parlé, il y en a qui pensaient qu'un jour ça suffisait pour rajouter du sacré au profane, et d'autres disaient non, il fallait un mois. Bref, il y avait cette idée, on était arrivé à un moment donné dans la discussion à l'idée qu'il y a ceux qui pensent qu'un jour peut être considéré comme une année, d'autres qui pensent que 30 jours minimum, il faut 30 jours minimum pour considérer que c'était une année. Donc quand il dit ici la Gemara, même d'après celui qui dit qu'un jour dans une année n'est pas considéré comme une année, ça veut dire celui qui pense qu'au moins 30 jours il faut pour dire que c'est comme une année. Quand tu dis pendant cette année-ci, d'après l'Al-Baraïta, eh bien même pour lui, eh bien malgré tout, ce sera considéré comme une année. D'accord? Pourquoi? Parce que nous dit donc l'Almara, car il a accepté ce vœu sur lui-même pour se mortifier, et de fait, il aura éprouvé un désagrément. Donc, l'idée de la mortification, se mortifier, il ne s'agit pas de se mortifier pendant une année entière. Il ne s'agit pas de se mortifier pendant 10 ans. Hein, le judaïsme, c'est pas ça. Se mortifier, par exemple, quelqu'un qui fait un jeûne, quand il y a écrit dans la Torah à propos de Kippour qu'il faut se mortifier, qu'est-ce qu'on va faire pour se mortifier? On va jeûner. Et des fois, une seule journée de jeûne, ça suffit à la mortification. Donc l'idée, c'est que si il dit ici, il explique comme ça la Gemara, que celui qui fait ce genre de vœu-là, il le fait en fait pour se mortifier, il se prive de quelque chose, vous voyez? Donc, à partir du moment où il s'est privé, même pendant une journée, de ce pourquoi il voulait se mortifier, eh bien, d'une certaine manière, sa mortification est passée. Et donc, son vœu s'est réalisé. Hein, le but du vœu, c'était de se mortifier. Puisqu'il s'est mortifié, même pendant un seul jour, eh bien, il s'est imposé, nous dit donc la Gemara, un désagrément jusqu'à la fin de l'année. Hein. Donc le but c'était de se mettre un désagrément jusqu'à la fin de l'année, hein, dans les termes de la Gemara, et de fait il a éprouvé un désagrément. Donc le but c'était de se mortifier. De ce fait il a fait un désagrément parce qu'il a attendu jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir de nouveau, on pourrait dire, parler calmement à son ami, son prochain, etc. À partir du moment où il a fait ce vœu et que finalement il a éprouvé son désagrément, en tout cas dans le contexte de ce vœu, même si ça ne dure qu'un jour au fond, le vœu a été réalisé. Voilà, c'est ça l'idée. Alors évidemment, quelqu'un qui ferait un vœu, il le ferait au milieu de l'année et puis il attendrait 6 mois jusqu'à la fin de l'année. C'est pas le même désagrément, évidemment que le désagrément est beaucoup plus long, beaucoup plus large. Et un jour de désagrément, c'est pas 6 mois de désagrément, par exemple. Bon, est-ce que par hasard, est-ce qu'on peut expliquer quelque chose là-dessus? Bon. Eh ben non. Ce que je dirais, c'est que des fois, le vœu n'est pas, comment dire,
Bon, c'est une bonne question que je pense avoir posée. C'est-à-dire, je répète, donc un désagrément d'un jour, c'est pas un désagrément de 6 mois. Et une personne qui va dire pendant cette année, voilà, bon, j'ai envie de te dire, s'il le fait le 29 Elul, il sait que la fin de l'année, elle arrive le lendemain. Donc, il provoque un désagrément, mais en toute connaissance de cause sur un jour, quand il le fait un jour. Et puis, s'il le fait au milieu de l'année, il saura que ça dure 6 mois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et s'il subit un trop grand désagrément, j'ai envie de dire, il ne fallait pas faire de vœux. La Torah te prévient de ne pas faire de vœux à la va-vite et de manière inconsidérée. Donc, chacun sa responsabilité devant ce qui sort de sa bouche, en quelque sorte. Alors, la Gemara demande, elle pose la question, mais dit que Nissan est le nouvel an pour les vœux. Hein, on aurait très bien pu placer le nouvel an des vœux, pour les vœux, donc, en Nissan. Pourquoi l'avoir mis en Tishri? D'où est-ce qu'on apprend que c'est en Tishri? Alors la Gemara répond, Bin Darim Haler Achar Leshon Bene Adam. En matière de vœux, suit le mode d'expression courant des gens. Ah, intéressant cette idée-là, elle est très jolie cette idée. Qu'est-ce que c'est qu'un vœu? Le vœu, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il dit. Hein. En gros, ça veut dire, d'abord le petit commentaire, c'est pour dire, la plupart des gens ont l'habitude de se référer en Tishri. Hein. Quand on parle de l'année, quand je vais dire jusqu'à la fin de l'année, je ne suis pas en train de penser à l'année des rois, je ne suis pas en train de penser à l'année sur le maaser des animaux ou l'année des arbres. C'est pas de ça que je pense. La plupart des gens, quand on te dit l'année, par exemple en français, quand on va penser, tiens, cette année je vais faire ci, je vais faire ça, on n'est pas nécessairement non plus en train de penser au premier Tishri, on est en train de penser à l'année, ce qu'on appelle civile, et donc jusqu'en la fin décembre, 31 décembre, quelque chose comme ça, 1er janvier. Tu vois, les gens pensent parce que tu comptabilises tes années. Si tu as ton habitude de comptabiliser les années 2017, 2018, 2019, donc dans ton langage courant, ça va être évidemment l'année civile qui est probablement pris en compte. Parce que c'est ce qui sort de ton expression, de ton langage courant, du moins dans une discussion informelle. Après, du point de vue de la Torah, comme on suppose, quand on est juif, qu'on a quand même quelques connaissances, et on sait que l'année, ça n'est pas seulement, je veux dire, quand on se souhaite bonne année dans le calendrier juif, quand arrive Rosh Hashanah, on ne pense pas du tout jusqu'à la fin décembre, on pense véritablement de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Donc, le langage courant dans la culture juive, c'est celui de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Hein, quand on dit Zku les Shanim Rabot, que Dieu te donne de nombreuses années, quand on dit que Dieu t'inscrive dans le livre de la vie cette année, on ne pense pas jusqu'à fin décembre. On pense de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, du premier Tishri au premier Tishri. Donc celui qui formulerait un vœu. Alors maintenant, qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit en matière de vœux, tu suis l'expression courante des gens. Or, l'idée des vœux, d'accord, un vœu que tu fais dans ta tête, ça ne marche pas. Un vœu dans ta tête, c'est quelque chose qui reste dans ta tête, il n'y a pas une réelle force. La vraie force d'un vœu, c'est ce qui sort de la bouche véritablement. C'est-à-dire à partir du moment où tu as expressément dit les choses. Or, justement, c'est un petit peu ce que veut dire ici un peu la Gemara. Quelque part, quand tu vas prononcer les choses, le vœu, tout le inyan du vœu est de prononcer clairement, explicitement, ce que tu as comme intention, même si parfois tu n'as pas une intention, mais tu l'as dit, ça a été entendu par Dieu. Ça y est, le vœu, il est scellé. De la même manière, puisque c'est quelque chose qui ressort de l'expression, de l'habitude de parler, de dire des choses, de la même façon, quelque part, le vœu, il dépendra, quand tu vas dire l'année, de ce qui ressort de ce que les gens ont dans l'expression, l'habitude d'utiliser pour définir ce qu'est une année. Et l'année, elle est définie de Tishri à Tishri dans le langage courant. Parce que, voilà, chaque année, quand tu arrives à Rosh Hashanah, on sait qu'on ne parle que de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah quand on dit une année. Ok? Alors, ayant appris, alors on va faire une suite maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Tiens, c'est amusant ce que je viens de lire là. On va voir. Je vais vous lire quelque chose, je ne comprends pas ce que je lis. Alors, on va quand même dire l'introduction de Monsieur Hartscroll. Ayant appris que pour la dîme des légumes et des céréales, l'année commence en Tishri. Très bien. La Gemara se penche maintenant sur la question de savoir quelle étape de croissance de diverses plantes détermine son affectation à une année précise. Ah, vous vous rappelez la vidéo d'avant, on avait montré finalement qu'il y avait, ou
ou les deux des vidéos d'avant, je ne sais plus, on avait montré finalement qu'une des raisons qui faisait qu'on avait la récolte qui pouvait être séparée en deux sortes de légumes. Il y a les légumes qui poussent avant Rosh Hashanah, enfin plutôt que tu récoltes avant Rosh Hashanah, et les légumes que tu récoltes après Rosh Hashanah. Et dans cette répartition, on avait vu que parfois, tu as des légumes qui pourraient être récoltés avant Rosh Hashanah, mais qui ne sont pas encore mûrs. Si jamais certains sont mûrs, tu les as récoltés, et donc elles appartiennent à la récolte d'avant. Et si jamais tu as attendu après Rosh Hashanah, elles deviennent la récolte d'après. Bon, alors justement, ça dépend, on voit là que ça dépend d'une certaine étape de croissance. Que certains légumes, quand ils poussent, ils ont, on va dire, des étapes de croissance qui font qu'à un certain moment, ils sont consommables, et à un certain moment, ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils sont trop mûrs, trop verts, et puis à un moment donné, ils sont devenus parfaitement consommables, mais on pourrait les laisser longtemps encore pour les rendre plus gros, plus beaux, plus jolis, encore plus sucrés, ou je ne sais quoi. D'accord ? Mais on pourrait les cueillir. Comme ces pêches que j'avais achetées il y a quelques semaines. Alors, ici, en Israël, quand tu achètes des pêches, il y a plusieurs saisons de la pêche. Et en fait, les pêches que j'ai goûtées, donc ce sont des pêches qui sont un peu vertes en général, mais elles sont sucrées ici. Alors, d'habitude, quand tu prends ces pêches, elles atteignent la taille de presque une orange, une petite orange. Sinon, elles ont la taille normale d'une pêche. Alors, ce qui s'est passé, c'est que récemment, ces pêches avaient la taille de la pêche normale. Donc, elles étaient un petit peu vert, comme ça, vert blanche, mais avec la taille des pêches qu'on connaît, petite taille, un peu mandarine, comme des mandarines un petit peu. Sauf que d'habitude, ces pêches-là, elles ont la taille d'une orange. Et ben, je peux vous dire que les pêches de la taille d'une mandarine, qui sont les mêmes pêches, ça se voit, c'est la même, on voit bien que c'est le même, comment dirais-je, c'est la même soulia. C'est j'ai perdu mes mots en français. C'est le même type de pêche. Hein, c'est la même, c'est le même arbre, quoi. Sauf qu'ils les ont cueillies trop tôt et elles étaient toutes acides. Et pourtant, elles avaient la taille d'une pêche tout à fait européenne, normale, où parfois ces pêches-là sont plutôt bonnes et sucrées. Mais ils auraient attendu un peu qu'elles grossissent et en étant devenues plus grosses, elles auraient été bien sucrées comme chaque année. Et moi, j'aurais dû attendre avant de les acheter puisque j'ai pas aimé. Mais par contre, pour faire des tartes, c'est superbe. Tout ceci n'a rien à voir avec le schmilblick. Alors, reprenons. Alors, on reprend notre Gemara, on y va. Donc, Tanu Hatam, et on va discuter un peu de ça. Nous avons appris dans une Mishnah, là-bas, alors, Hatiltan Mishetitzmach. Le tiltan, alors, ils traduisent par le fenugrec. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, attendez. Ça appartient à la famille des légumineuses. Ce n'est ni un fruit, ni un légume, ni une céréale, nous dit ici la Braïta, en suivant des sources en fait. Hein. C'est Rachid qui te dit que ce sont des légumineuses, et la conclusion de monsieur... donc, en gros, c'est pas des poivrons, c'est pas des aubergines. Hein. Le légume, la définition du légume, c'est plutôt tout ce qui est poivron, donc poivron, aubergine, concombre, tomate, etc. Et quand tu vas parler des légumineuses, qui ne sont pas des céréales, donc c'est ni dans la définition apparemment qu'on va utiliser, ni ce qu'on appellera des légumes, même si les haricots sont des légumes, mais apparemment légumineuses, pour la définition qu'on va utiliser ici, ça n'est pas tout à fait des légumes. Alors on les appellera les légumineuses, mais c'est une autre catégorie, on dira de hiérakot, quoi. Bon, ok. Alors, peut-être quelques commentaires. Alors, d'abord, on vient de commencer effectivement notre Braïta nouvelle. Mais avant d'aller plus loin, on va expliquer pourquoi est-ce que la Gemara réagit finalement et de quoi elle va parler. La Mishnah a stipulé que le nouvel an de la dîme relative aux légumes commençait à Rosh Hashanah, le premier Tishri, tandis que le nouvel an de la dîme relative aux fruits commençait, selon Beth Hillel, quelques mois plus tard, le 15 Shevat. Ah, donc en fait, on est revenu finalement peut-être à notre Braïta principale, celle de la page 2a, à notre Mishnah principale, je voulais dire. C'est-à-dire qu'on a commencé finalement la discussion du nouvel an des arbres, plus ou moins. Alors pas tout à fait, mais on va voir. Alors,
Comme nous l'avons vu dans la page précédente, la date du nouvel an de la dîme relative aux céréales est la même que celle de la dîme relative aux légumes. Très bien. Puisqu'on avait dit que Maaserot, ce sont les céréales, et Yerakot, c'est pour déterminer les légumes. Ça signifie que les légumes et les céréales, dont la croissance a franchi un seuil décisif, avant Rosh Hashanah, sont affectés par la récolte de l'an passé. Tandis que ceux dont la croissance aura franchi ce seuil décisif après Rosh Hashanah seront affectés à l'erreur de la nouvelle année. Alors il dit un petit peu quelque chose de différent, j'avais peut-être mal compris finalement, ça vaut le coup de bien voir ce résumé. Donc il dit ici qu'à partir du moment où c'est récoltable, on va déterminer la future récolte à faire comme appartenant à l'année précédente. Et si elles sont trop mûres pour être consommées, le fait de devoir attendre après Rosh Hashanah, ce sera alors une récolte de l'année courante. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que j'ai dit, parce que moi, il m'a semblé avoir dit que quand tu cueilles tout simplement, donc quelque chose qui est déjà prêt, quand tu cueilles avant Rosh Hashanah, ça appartient à Rosh Hashanah, quand tu cueilles après Rosh Hashanah, ça appartient à l'année d'après. Donc à l'année ancienne, c'est quand tu cueilles avant, mais ici, il dit un petit peu quelque chose de différent. Il dit, c'est par rapport à la croissance, c'est-à-dire que si ton légume est prêt à être récolté, avant Rosh Hashanah, on dira qu'il est de la croissance d'avant, et que la récolte, même si tu l'as fait après, elle appartient à la récolte ancienne. Mais si la croissance se termine après Rosh Hashanah, alors elle appartient à la récolte nouvelle. Voilà comment c'est défini ici. Et donc apparemment, c'est ce qui ressortirait de la fin de la discussion de la page d'avant. Me serais-je trompé? Alors de même, les fruits qui franchissent leur seuil décisif, donc de la même manière, on parle maintenant des fruits, avant le 15 Shevat seront donc affectés à l'an passé. Donc un fruit qui a été récolté avant le 15 Shevat sera considéré comme appartenant à la récolte d'avant le 15 Shevat et donc de l'année d'avant par rapport à la discussion de la Mishnah, parce que dans la Mishnah pour Beth Hillel, le 15 Shevat est le nouvel an pour les arbres et non pas le premier Tishri. Eh bien, donc, on fait exactement le même raisonnement que ce qu'on a fait pour les légumes, d'accord? À savoir que quand tu dépasses un seuil décisif, si ce seuil décisif a été dépassé avant Rosh Hashanah, c'est la récolte ancienne. Si le seuil décisif a été dépassé après Rosh Hashanah, c'est la récolte nouvelle. Le seuil décisif, c'est tout simplement le moment où le fruit perd son amertume et devient consommable réellement. Et bien, de la même manière pour le fruit de l'arbre, c'est la même chose, le fruit ou le légume. Alors, c'est la même chose, sauf que la date, ça va être le 15 Shevat. Donc les fruits qui franchissent le seuil après le 15 Shevat seront donc affectés à la récolte de l'année en cours. Néanmoins, qu'est-ce que c'est que le seuil décisif? Alors, justement, ce qu'il nous dit ici, c'est que ce n'est pas la même définition pour les fruits, pour les légumes ou les céréales. L'Agmara signale plus loin que le seuil décisif de croissance d'un fruit va correspondre à son éclosion. Pour une définition plus précise du terme, Chanata, éclosion, il va falloir étudier avec moi jusqu'à la page 13b, où on va étudier cette question. Donc le fruit dont l'éclosion est antérieure au 15 Shevat est affecté à la récolte de l'an passé, tandis que le fruit qui est clos après le 15 Shevat est affecté à la récolte de l'année en cours. Donc on va voir ce que ça veut dire éclore. Parce que moi je sais qu'une fleur, ça peut éclore, mais un fruit, on n'appelle pas ça éclore normalement. Alors, est-ce que c'est le moment où le petit bourgeon se transforme en petit fruit minuscule tout vert, et donc, quelque part, la fleur a éclos de son fruit? Est-ce que c'est lorsque le fruit est vert et tout d'un coup il devient orange? J'imaginais un oranger, et donc on passe, on va dire, d'un fruit qui n'est pas consommable, voire pas viable encore, jusqu'au fruit où il devient véritablement consommable. On va voir ça. Alors, pour les céréales, ce seuil décisif, par exemple, pour les épis, c'est quand ils arrivent au tiers de la maturité. Ça, on l'avait vu dans un commentaire. Donc, tiers de la maturité pour un épi de blé, c'est ce qu'on appelle le seuil décisif. Donc, avant le tiers de sa maturité, on considère qu'on a encore à faire une espèce de brin d'herbe bizarre. Mais après ce tiers, on peut commencer éventuellement à les récolter, même si ce sera dommage, parce qu'ils sont trop petits, les grains. Donc les épis qui atteignent cette taille avant Rosh Hashanah sont affectés à la récolte de l'an passé, mais ceux qui atteignent cette taille après Rosh Hashanah sont affectés à la récolte de l'année à venir. Et donc les légumes, c'est quoi le seuil décisif?
ça correspond à la cueillette. Vous voyez, finalement, ce que j'avais dit tout à l'heure dans la vidéo d'avant, à propos de comment j'avais bien compris la Gemara, finalement j'ai bien compris, c'est juste qu'on a 3 genres de légumes différents. Regardez, le céréal, c'est effectivement lié au 1/3 de sa croissance, le fruit, ça va être lié à l'idée de l'éclosion, le seuil, ce qu'on appelle le seuil décisif, et là le seuil décisif pour les légumes, de manière générale, il te dit que c'est le moment de la cueillette. C'est-à-dire que tu cueilles avant Rosh Hashanah la récolte du passé, tu cueilles après Rosh Hashanah la récolte de cette année. Bon, voilà. Et là maintenant, en fait, et on va discuter, on a commencé donc notre Gemara avec un sujet qui va être les légumineuses. En fait, il faut imaginer par exemple, pour comprendre la nuance entre le légume et la légumineuse, c'est que la légumineuse, elle a un petit peu un genre de pousse qui ressemble un peu aux céréales. C'est-à-dire que ça démarre avec les tout petits grains, et puis ça atteint une certaine maturité, mais on peut le laisser pousser. Mais cette maturité, elle est consommable. Ce que nous dit à propos du légume, par exemple, les légumes, un poivron, à partir du moment où le fruit est sorti, tu le vois qu'il est rouge, le poivron peut déjà être consommé. Vous avez des poivrons qui ont la taille d'1 centimètre des fois, et on les prend quand même, on peut les manger tels que, parfois ils sont piquants trop, mais un poivron peut être consommé à peine il sort de sa, de sa branche, quoi, de sa petite... sa verdure, et tu peux le laisser grandir. Vous avez les potirons par exemple. Un potiron, c'est quelque chose qui est tout petit, mais tu peux le laisser grossir jusqu'à ce qu'il devienne gigantesque. Quand tu fais attention, quand tu arrives à éviter les insectes pour qu'ils ne pourrissent pas, tu peux le laisser grossir de façon exponentielle. Parfois, enfin exponentielle c'est exagéré, mais il peut devenir énorme. Et c'est pareil avec tout un tas de légumes. Les légumes ont cette capacité à grandir non-stop dans certains cas, et jusqu'à devenir énorme. Eh bien, quelque part, tant que tu le laisses en terre, ton légume, ta carotte ou tes cornichons, ils peuvent devenir des concombres gigantesques. Donc tu vois que, enfin je ne sais pas si c'est les mêmes, mais l'idée elle est là. C'est-à-dire que un légume, ça n'a pas tout à fait le même rapport qu'avec les légumineuses, par exemple les petits pois, pour avoir vu un jour des petits pois pousser. Effectivement, à un moment donné, tu atteins une espèce de cosse comme ça, comme pour les haricots. Mais si tu le laisses trop longtemps, il ne va pas grandir plus que ça. Il peut à un moment donné, il ne va pas se transformer en fève, le haricot. Le haricot, c'est le haricot. Mais il atteint une taille qui n'est pas nécessairement... on va dire qu'il atteint une taille minimale qui peut le rendre consommable, mais après, il ne va pas grandir non-stop. Alors que certains légumes, tu sens bien que tu pourrais les laisser encore et encore et encore tant qu'il y a de l'eau, et tant que les insectes ne l'ont pas attaqué. Alors il va perdre peut-être de sa puissance pour se protéger contre les insectes, et c'est pour ça qu'il faut le cueillir. Mais sous certaines conditions, tu peux les laisser grandir. Il y a des pommes de terre, tu les ramasses, elles sont minuscules. Des pommes de terre de la même variété, tu les ramasses, elles ont atteint la taille d'un ballon, un truc comme ça, d'un ballon de... j'ai déjà vu des pommes de terre bien grandes, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, j'espère que je me suis fait comprendre sur la différence entre légumineuses et légumes simples, classiques, qui fait que, voilà pourquoi est-ce que les rabbins du Talmud ont réfléchi en disant, quand tu cueilles un légume avant Rosh Hashanah, et quand tu le cueilles après Rosh Hashanah, tu peux dire que c'est ça le seuil décisif, parce que le seuil décisif d'un légume, c'est quand tu arrêtes de le nourrir, et il se nourrit dans la terre. À partir du moment où tu l'as cueilli, c'est terminé pour lui. Il a fini sa croissance. Alors que c'est pas le même ratio pour une légumineuse comme des haricots, parce que ça ressemble un petit peu à comment pousse finalement le blé, à savoir que comme la Gemara a statué que quand tu atteins 1/3, ça devient consommable, même si c'est pas le top pour le rendement, ça devient consommable. Donc tu peux dire que la récolte elle est prête, même si tu vas la laisser grandir. Eh bien, est-ce que c'est la même chose avec les légumineuses? Et c'est un petit peu de cela que discute finalement notre Gemara nouvelle. Donc, je continue, ou je laisse pour une autre... non, on va continuer comme ça. Allez, vous suivez? On y va. Tanura, Tnanatam. Donc, nous avons appris dans une Mishnah, là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est là-bas? Dans Maaserot 1:3. Bon. Nous avons donc appris que le fenugrec, alors le fenugrec, il nous dit tout simplement que c'est une... Alors, Tiltan,
moi, ça me fait penser au sésame en hébreu, parce que en araméen, quand on dit tiltan, enfin la coutume que j'ai chez nous là-bas, c'est qu'à Rosh Hashanah, on fait une bénédiction sur le tiltan, et a priori on le fait sur les sésames. Donc je suppose que tiltan c'est peut-être le sésame, enfin ils appellent ça le fenugrec. Vous cherchez sur internet, je le chercherai plus tard quand je changerai de vidéo, et je vous dirai ce que c'est. En tout cas, ce fenugrec, il nous dit qu'il est soumis à la dîme dès qu'il bourgeonne. Alors qu'est-ce que ça veut dire dès qu'il bourgeonne? Alors, son seuil critique de croissance, à partir duquel il devient en fait comestible. Et il est dès lors interdit à la consommation en guise d'un repas formel. Alors, donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que ce fruit, enfin ce légume, cette légumineuse, ce fenugrec, ne devient comestible qu'à partir d'un certain moment bien précis. Ok? Donc, il atteint son seuil critique de croissance quand il devient. Alors, tant qu'on n'a pas été prélevé la dîme, donc on ne peut pas le manger tant que je n'ai pas prélevé la dîme dessus. Donc, tant que la dîme n'est pas prélevée, bon ça c'est la règle générale, mais justement, pour la règle générale, dans ce type de légumes, il faut savoir que lorsqu'il atteint son seuil critique de croissance, c'est lorsqu'il devient en fait comestible. Au sens où si tu le mangeais avant, par exemple, il n'est pas comestible du tout, c'est ce que je comprends. Donc c'est un légume qui, quand tu le manges cru, c'est dangereux. Un petit peu comme certains marrons, à ne jamais manger cru. Alors en outre, c'est le critère qui permet de déterminer à quelle année de récolte il appartient. S'il a germé avant Rosh Hashanah, il relève de l'an passé, alors que s'il a germé après Rosh Hashanah, il relève de la nouvelle année. Donc voilà un exemple, effectivement, d'un type de légumineuse qui est comestible qu'à partir du moment où il bourgeonne. Donc tant qu'il n'a pas bourgeonné, on est dans la récolte. La récolte n'a pas encore démarré. S'il bourgeonne avant Rosh Hashanah, c'est la récolte du passé. S'il bourgeonne après Rosh Hashanah, c'est la récolte de cette année, la nouvelle année. Rashi semble associer, en fait c'est Rashi qui dit ça, Rashi semble associer le moment à partir duquel il faut prélever la dîme sur une plante avec le seuil de croissance à cette plante qui détermine l'année du cycle. Donc voilà ce que nous dit ici le commentaire de ArtScroll. Il nous fait comprendre que pour Rashi, quelque part, la dîme ne dépendra que quand il deviendra comestible. Donc le rapport entre le cycle de la croissance et le fait qu'il devienne comestible, donc, et le maaser. Tu ne peux faire le maaser que sur quelque chose de comestible en quelque sorte. Donc voilà, c'est ce que veut nous dire ArtScroll a priori. Bon, alors on continue. Atevua ve'azetim mesheyaviu shelish. Alors la récolte et les olives sont soumises dès qu'elles atteignent le tiers. Donc là, il parle en fait la récolte. Tevua, c'est le terme en général dans la Torah pour parler de la récolte du blé, probablement, les raisins. Donc ce terme englobe en général les céréales et les raisins, comme dans le verset, ben voilà, c'est dans la Torah, la récolte de la grange et la récolte de la cuve. Donc c'est le même terme qu'on utilise pour définir une récolte, tevua. Donc je ne l'ai pas dit en hébreu, alors tevua ve'azitim meshayevu shelish, je l'ai dit. Donc la tevua, c'est le terme en général de la Torah pour déterminer des récoltes de légumes, de céréales et de raisins. Donc il nous montre ici que pour les olives et ces récoltes, dès qu'elles atteignent en fait le tiers de la maturité, c'est bon. Donc le tiers de leur taille à maturité. Donc, ou encore, en ce qui concerne les raisins et les olives, quand on peut en extraire le tiers de la quantité de jus ou d'huile normalement extractible à l'état mûr. Alors, c'est intéressant comme notion. Par exemple, pour les olives et pour les raisins, donc il te dit que si tu peux obtenir au moins un tiers de ce que tu aurais dû obtenir quand tu l'aurais écrasé à l'état mûr, on peut considérer que c'est le tiers de sa maturité. C'est-à-dire que même si, je sais, une olive, c'est pas très consommable, cru déjà de base, même mature, manger une olive comme ça, il y a tout un travail derrière pour la rendre consommable. Bon, alors l'essentiel de l'olive, encore une fois, dans la Torah, c'est son jus, c'est son raisin, c'est son huile que tu vas en tirer. Bon, alors justement, tu n'es pas obligé d'attendre que l'huile soit consommable pour en faire de l'huile d'olive. Et de la même manière pour le vin, le raisin qui va être un peu trop vert, mais qui a déjà atteint un tiers de sa maturité, son jus, vu que tu vas le laisser maturer pour devenir une boisson un petit peu amère, qui est le vin, eh bien, quelque part, ou même, on peut en faire aussi, par exemple,
du vinaigre, fait exprès, hein, on le transforme en vinaigre, ce qui n'est pas consommable de base. Et pourtant, c'est un produit consommable. Donc, quelque part, un tiers de sa maturité est suffisant largement, ou même un tiers du jus que tu vas en extraire est suffisant pour en faire quelque chose. Alors, il y a un grand commentaire sur ce point, à propos de cette... alors, elle se termine là, hein, la Braïta. Et on va discuter finalement dans une prochaine vidéo. On va finir juste ce commentaire, qui est assez long. Donc, les Rishonim nous soulèvent une question qui est la suivante. La présente Gemara affirme que le seuil critique de croissance des céréales, raisins et olives correspond en fait au tiers de la maturité. Or, les raisins et les olives sont des espèces de fruits. Comment dès lors concilier cette assertion avec le passage ci-après de la Gemara, donc il y a la Gemara qu'on va lire tout à l'heure, qu'on va lire plus tard, qui affirme que le seuil critique correspond pour les fruits à l'éclosion. Donc on a dit en commentaire qu'on va avoir un commentaire sur le problème de l'éclosion des fruits. Et voilà que maintenant ce que nous dit cette Gemara, c'est qu'elle met en parallèle la croissance des céréales avec la croissance de ces deux fruits, le raisin et l'olive. Or, ici, on n'attend pas, apparemment, ça n'est pas lié à l'éclosion du fruit, mais véritablement juste à son tiers de maturité, comme pour la récolte. Donc pourquoi la récolte du blé? Donc pourquoi est-ce que... il y a une contradiction a priori. Hein. Alors, Rashi résout cette difficulté, donc c'est une question qui a été posée même dans Rashi. Il distingue en fait les raisins et les olives, qui, comme les céréales, sont soumis au prélèvement de la dîme par la Torah. Et d'autre part, tous les autres fruits soumis au prélèvement de la dîme uniquement par décret rabbinique. Ah, vous vous rappelez que on avait expliqué, quand on avait expliqué Maaserot et légumes et Yerakot, que Yerakot était là pour nous indiquer qu'il y a un certain genre de Maaser qui est en fait issu des rabbanim, et pareil pour Maaserot, le pluriel venait nous indiquer qu'il y a le Maaser de la Torah et le Maaser des rabbanim. Et là justement, qu'est-ce qui fait partie du Maaser des rabbanim? Eh bien, c'est un peu tout. Et qu'est-ce qui fait partie des Maaser de la Torah? Exclusivement le blé et le raisin et l'olive, qui sont véritablement, en tout cas c'était en discussion pour le raisin et l'olive, mais donc pour Rashi, ils font partie justement d'un Maaser de la Torah en particulier. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Donc, le seuil critique de tous les produits agricoles astreints au prélèvement de la dîme par la Torah, hein, c'est-à-dire les raisins, l'olive et les céréales, donc ce sont ceux qui sont véritablement cités par la Torah, correspond au tiers de leur maturité. Donc quand c'est vis-à-vis de la Torah, c'est le tiers de la maturité, mais si jamais c'est un décret rabbinique, on laisse le fruit tranquille jusqu'à ce qu'il pousse bien comme il faut. Donc le seuil critique, donc on va citer donc une source bientôt, hein, on va le citer donc dans la Torah, ça va être fait dans la prochaine vidéo, mais en gros, la source, elle est dans la Torah pour ces produits-là. Le seuil critique des produits agricoles soumis à un prélèvement de la dîme par décret rabbinique, donc tout ce qui n'est pas raisin, olive ou donc céréales, eh bien, donc toutes sortes de légumes, se définit autrement. Il correspond à l'éclosion pour les fruits, à la cueillette pour les légumes, voilà, tout simplement. Tout simplement. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Donc bon, j'avais plutôt bien expliqué, je vous ai confirmé la chose en lisant le commentaire. Bon, enfin pas presque tout, hein, j'avais presque tout bien expliqué, mais en tout cas je pense que c'est clair, et je vous dis à la prochaine vidéo. S'il y a quelque chose qui vous manque, il faut revoir. À la prochaine.